Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Et face à cette actualité tourmentée, on va prendre le large avec une transat mythique qui a lieu tous les 4 ans. La route du Rhum s'élancera le 6 novembre prochain à Saint-Malo, destination la Guadeloupe. Le navigateur suisse Alan Roura et le navigateur français Guirec Soudé font partie des 138 navigateurs sur la ligne de départ d'une course donc à la voile en solitaire et sans escale. La seule escale, c'est donc sur notre plateau. Messieurs, bonsoir à tous les deux. Alan Roura, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qu'elle a de mythique, cette route du Rhum, selon vous ? C'est pour moi la plus belle transat en solitaire. On est très nombreux déjà à prendre ce départ. Il y a une première difficulté qui est de traverser le golfe du Gascogne. Généralement, c'est là où il y a le plus grand nombre d'abandons. Et puis, il y a une espèce de légende. Il y a des marins qui ont tenté de la faire 3, 4, 5 fois, qui n'ont jamais réussi à franchir la ligne d'arrivée. C'est pour dire que c'est une course vraiment très difficile. Et jusqu'au bout, parce qu'il y a le Tour de la Guadeloupe, qui est la cerise sur le gâteau, où généralement il y a des vents contraires, voire pas de vent. Et donc c'est vraiment une énergie folle du début à la fin. C'est un sprint, donc c'est un exercice très compliqué. Et Guirec Soudé, que représente pour vous cette course ? Elle représente beaucoup. En effet, moi j'ai eu la chance de traverser l'Atlantique plusieurs fois, dont la dernière participation de la Route du Rhum, c'était en novembre 2018. Et moi, à ce moment-là, je m'élançais de Saint-Martin avec mon nœud de voilier à 5 nœuds. Et c'est vrai que ça va être sympa d'avancer un petit peu plus vite, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire des toutes petites moyennes. Et c'est vrai que voilà, je suis hyper fier de me dire que je vais participer à cette Route du Rhum avec des grands marins, entre autres comme Alan. Donc je pense que ça va être un super beau moment, quoi. Alors, si on vous invitait, c'est aussi pour voir où vous en êtes dans votre préparation, puisque ça va venir très vite maintenant. On l'a dit, que départ le 6 novembre. Alan Roura, vous êtes élancé jeudi dernier à Lorient, en Bretagne, à bord de votre voilier qui s'appelle Hublot. C'était la dernière épreuve préparatoire pour vous avant cette route du Rhum. Comment ça s'est passé ? Oui, effectivement, c'est un peu le regroupement de tous les bateaux du Vendée Globe, les IMOCA. Ça permet de se confronter une dernière fois, de voir les derniers réglages, les derniers... C'est quoi un IMOCA pour le commun des mortels ? Alors un IMOCA, c'est un bateau de 18 mètres 28 de long. C'est les bateaux qui sont créés pour participer au Vendée Globe et de nombreuses autres courses comme la Route du Rhum. Des bateaux entièrement en fibre de carbone, très légers, très performants et donc qui demandent énormément de préparation. Et cette course-là, elle est très importante puisqu'elle permet déjà de se confronter aux autres une dernière fois, mais aussi de valider tous les points techniques avant le grand saut. Alors pour vous, c'était 48 heures aussi, mais c'était pas du tout dans le même secteur. C'était la Tour de l'Île de Groix, c'est ça ? Il y avait le défi azimut. Ouais, il y avait deux courses. Il y avait les 48 heures, en effet, en équipe. Pas en équipe, en solitaire avec un médiaman à bord. Et puis ensuite, il y avait le Tour de Groix, donc le dernier jour qui était le dimanche dernier, où là, on pouvait faire ça en équipage. Alors, on a deux profils très différents de skippers. On vous avait déjà reçu, Alan Roura. Vous avez appris à naviguer sur le lac Léman en Suisse. On en avait parlé. Parcours plutôt atypique. Vous, parcours atypique aussi. Pourquoi, Guirec Soudé ? Parce que vous êtes issu de l'univers des expéditions. Vous l'avez dit tout à l'heure à la voile. Vous êtes fait connaître lors de votre périple de 5 ans autour du monde. Vous étiez accompagné de votre poule Monique. Est-ce qu'elle va venir avec vous sur cette route du Rhum ? Eh ben, j'aurais aimé, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est compliqué. De toute façon, je crois bien que c'est interdit même. C'est elle ? C'est elle, exactement, Monique, voilà, la plus belle. Ouais. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué parce qu'en fait, c'est des bateaux, voilà, qui vont vite, qui tapent. C'est vraiment pas très confortable. Donc, elle pourrait évidemment le faire parce que c'est une vraie aventurière. Mais ça serait pas sympa de la prendre. Donc, je préfère qu'elle reste au poulailler, quoi. Et vous l'avez ramené des Canaries. 2014, traversée de l'Atlantique en solitaire à 22 ans, sans assistance, sans moyen de communication à bord du voilier Evinec. 2016, passage du Nord-Ouest. Vous devenez à 24 ans le plus jeune marin au monde à le franchir en solitaire sans assistance. Avec Monique toujours avec vous, première poule de l'histoire à bord d'un voilier. Et puis 2020-2021, double transatlantique à la rame en solitaire. Cette fois, c'était sans Monique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette course au large ? Au large, moi en fait, le Vendée Globe, c'est un rêve depuis tout petit. Et c'est vrai que voilà, je me souviens du Vendée Globe par exemple 2018 où Alan en faisait partie. Je suivais ça derrière mon écran et pour moi c'était quelque chose d'un peu intouchable. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un navigateur qui a fait plusieurs Vendée Globe, avec qui j'ai passé pas mal de temps et qui m'a dit écoute, je pense que ce type de course est vraiment fait pour toi. Et je lui ai dit ah ouais, mais vraiment tu penses ? Et c'est m'est pas sorti de la tête. Et quand je suis rentré après mon tour du monde de 5 ans, donc 45 000 milles, là je me suis dit ok, j'y vais. Donc j'ai fait l'achat de ce bateau qui s'appelle aujourd'hui freelance.com. Et voilà, donc là je me suis lancé dans le grand bain, mais c'est vrai que voilà, j'arrive un peu comme un ovni, je suis le petit poussin un peu du poulailler. L'appel du large, l'océan me dit reviens, c'est un livre qui va paraître dans quelques jours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il va paraître dans quelques jours aux éditions Solar, 180 jours à l'assaut de l'Atlantique, préface de
La poule, Monique, bon, elle est promis, j'arrête avec la poule. Ça, c'était à la rame. Ça, c'était à la rame. Ouais. Alan Roura, Mini Transat, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, le Vendée Globe en 2016, où vous avez terminé 12e aussi, devenant le plus jeune skipper de l'histoire à terminer la course à 23 ans seulement. Parlez-nous de votre bateau, justement, Hublot, on évoquera après le vôtre. Il est fait pour gagner ? Alors oui, c'est un bateau qui est très typé. Dans la catégorie de ces bateaux-là, il y a les bateaux ce qu'on appelle polyvalents et les bateaux typés. Celui-ci, c'est un bateau très typé. Il a été construit pour le skipper britannique Alex Thomson il y a quelques années. Ouais. C'est un bateau vraiment pour les allures portantes. Donc vent arrière, c'est vraiment une machine dans ces conditions-là. Il peut prétendre gagner beaucoup de courses. Il faut maintenant l'avoir en main. En tout cas, c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de faire au mieux pour prétendre à une place. Hublot qui affrontera, c'est ce qu'on vous souhaite, Hublot qui affrontera donc freelance.com. Ouais, il n'y a pas trop de risques. Hein. Pourquoi? Non, mais parce que, voilà, comme je disais, voilà, moi j'ai tout à apprendre. Après, c'est un bateau ancienne génération. Moi, c'est un bateau de 2007, c'est un des plus vieux bateaux, mais qui est un bateau fiable, par contre, voilà, qui n'est pas trop compliqué. Et logiquement, voilà, on a peut-être un peu plus de chance d'arriver au bout qu'un bateau à foil qui va être un petit peu plus fragile, je pense. Alors moi, je me suis amusé à aller sur le site de la Route du Rhum, puisqu'il y a vos portraits, il y a quelques informations sur vous, le nom de vos bateaux, votre palmarès, et j'ai appris votre péché mignon lyophilisé, c'est quoi? C'est peut-être les œufs brouillés, non? C'est les œufs brouillés, absolument, c'est ça. Alan Roura, vous, c'est la fondue, j'ai lu. Ouais. Il y en a. Ouais. Par contre, les boissons, on n'est pas du même côté. Bon, pour coller avec la Route du Rhum, vous, c'est la boisson préférée, j'ai lu un vieux rhum arrangé. Ouais, c'est pas mal. Ouais, modeste quand même, parce que sinon, en plein océan. Et vous, alors par contre, c'est soft. Hein. Moi, je bois pas d'alcool, en effet. Ouais. C'était un jus de papaye. De goyave? Jus de goyave, c'est ça. Ouais, je crois, de mémoire. Ne mentez pas, on va vérifier. Ouais. Alors, il y a un gris-gris porte-bonheur aussi, un pendentif maori, Ei Matao, qui symbolise quoi? Le respect de la vie à la mer. Oui, moi, il est toujours dans tous mes bateaux. Depuis le Mini Transat jusqu'à aujourd'hui, il a fait tous mes bateaux suspendus au-dessus de la table à cartes. Et donc là, il y est, on peut le voir dans les images de la dernière course, toujours à côté de moi. Et c'est le porte-bonheur de mes bateaux. Ouais, et là, si les téléspectateurs n'ont pas compris quel était votre gréguier à vous, c'est qu'ils n'ont pas suivi, c'est bien entendu la poule. Alors revenons quand même un peu plus à la compétition. Parmi les grands favoris, il y a le skipper Charles Caudrelier, Maxi Edmond de Rothschild. C'est donc l'un des prétendants au sacre en Guadeloupe. Il estime qu'il est dans les meilleures conditions pour gagner à 2 mois du départ. Il est sûr de lui. Comment est-ce qu'on peut aller chercher des favoris dans cette compétition ? Déjà, il y a plusieurs catégories dans la Route du Rhum. Charles est dans la catégorie des ultimes, sont ces énormes trimarans. Nous, on est dans la catégorie des IMOCA, donc il va y avoir 2 classements. Le classement général, donc effectivement, il peut clairement prétendre à une victoire. Il connaît très bien son bateau. C'est le bateau, je pense, le plus abouti aujourd'hui. Après, il va y avoir le vainqueur en classe IMOCA. On regarde un petit peu sur ce qui s'est passé dans l'année ou dans même les précédentes années, l'évolution du bateau. Et la capacité du marin sur un sprint, parce que là, clairement, les ultimes, ces bateaux-là vont mettre, 5-6 jours à traverser l'Atlantique. Et donc, est-ce que ces bateaux sont fiables sur cette durée-là? Parce qu'eux, ils ont encore plus de travail pour fiabiliser ces bateaux. Et donc, nous, en IMOCA, aujourd'hui, trouver un favori, c'est compliqué. Je pense qu'il y en a 5 des favoris qui peuvent prétendre à gagner, voire 10. Quoi. Et Charles Caudrelier dit aussi ceci, dès qu'on a des conditions intéressantes de vent pour essayer des choses sur le bateau, il faut le faire. Est-ce que vous avez tenté ces derniers jours justement? Oui, l'idée c'est toujours de pousser le bateau au maximum, quoi, en trouvant aussi la limite, parce que c'est des bateaux qui restent assez fragiles, donc l'idée c'est de ne pas casser. Donc voilà, il faut bien réfléchir à chaque fois, quoi. Ouais, alors on a un petit son à écouter pour vous. On l'a pas, non, on l'a pas. Alors dans Jean-Luc Vandenesse, on l'écoutera peut-être une autre fois. On a parlé donc de la classe IMOCA. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'au 6 novembre maintenant pour vous? Comment on se prépare pour le commun des mortels? On sait comment des sportifs de football, de basketball, de handball notamment se préparent, ou d'autres athlètes. Quand on est marin, comment on fait? Il y a une préparation physique et une préparation psychologique? Exactement, il y a une grosse partie psychologique, je trouve, qui est très importante. Le physique, c'est une chose, c'est vrai qu'il faut pouvoir gérer ces bateaux qui sont très compliqués. On essaie de les simplifier et d'alléger un maximum le poids des voiles, parce que c'est ça qu'on va déplacer le plus régulièrement sur le bateau. Et le côté psychologique, il est très important. On va passer beaucoup de temps sur le bateau en solitaire et dans des conditions vraiment extrêmes. Les bateaux, je pense que tu l'as bien vu, Greg, c'est hyper dur, on rebondit sur l'eau, on n'arrive pas à dormir. Et cette préparation-là, elle est très importante. Et la plus importante, c'est de connaître son bateau sur le bout des doigts. Ouais. Et c'est là où on gagne du temps et de l'énergie. Et au final, là, la dernière ligne droite, c'est se concentrer sur cette préparation, de naviguer. Il y a aussi affronter les éléments. La Guadeloupe vient d'être frappée au même titre que Porto Rico ou encore la République dominicaine. Ça, c'est un des paramètres. Vous avez peur?
Peur, non, pas vraiment. Non. Je me pose pas trop de questions. Mais après, bon, c'est vrai que c'est la période cyclonique là. En novembre, logiquement, ça sera terminé. Non, je pense que ça va très bien se passer, quoi. Et pour vous, les proches, comment ils réagissent? Parce que bon, un marin nous disait une fois le mythe de l'épouse ou de la compagne ou du compagne qui reste à quai en larmes, c'est un peu cliché. Tout de même, pour les proches, c'est aussi quand même une étape. Ouais, bah, c'est une étape, c'est une aventure en mer, une aventure à terre aussi. Après, c'est vrai que là, c'est quand même des bateaux qui sont assez safe. Il y a beaucoup d'électronique, il y a un vrai suivi. Moi, par rapport à mes dernières aventures, je pense à ma traversée à la rame où j'avais plus aucun moyen de communication pendant 90 jours. Ouais. Donc là, ça a strictement rien à voir. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi, hein. Alors messieurs, difficile de ne pas parler environnement. Vous avez sans doute suivi la polémique des jets, notamment celui du Paris Saint-Germain pour allier Nantes. Donc vous, ce n'est pas un char à voile pour allier la Guadeloupe, on imagine. Mais tout de même, j'aimerais vous entendre sur ces questions environnementales. Vous, vos bateaux, ils sont respectueux de l'environnement? On essaie de faire au mieux, on respecte l'environnement où on traverse l'Atlantique à la voile. On fait l'aller-retour à la voile. Il y a quelques années de ça, on ramenait les bateaux déjà par cargo. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Ouais. C'est-à-dire que là, vous allez revenir Les bateaux rentrent par la mer, ouais. Donc, moi, par exemple, je ramène le bateau en faux solitaire de retour en Europe. Et puis après, il faut imaginer que nos bateaux, malgré le fait qu'on ait des moteurs à l'intérieur qui sont utilisés comme groupe électrogène, on va utiliser 50 litres de gasoil pour faire un tour du monde. Ouais. Et on va l'utiliser comme groupe électrogène. Donc, on est vraiment dans un impact environnemental qui est très faible. Ouais. C'est un enjeu que vous prenez en compte? Ah bah oui, complètement, comme tous les marins, hein. Ouais. Bah oui, évidemment. Moi, l'équipe de France, je leur ai proposé de faire des convoyages à la voile, hein, d'ailleurs. J'ai pas eu de retour, quoi. Ouais. Mais Sérieusement? ouais, sérieusement. Vous allez attendre longtemps, à mon avis. mais donc, c'est aussi le but de votre démarche d'aventurier. Bah évidemment, on est quand même témoin de ce qui se passe. Après, c'est pas toujours évident d'agir, mais c'est vrai qu'on est confronté à des choses qui sont pas toujours très marrantes. Moi, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de plastique. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les glaces aussi. Donc j'ai eu des choses un peu désolantes, quoi. Pas très joli et désolant. Merci beaucoup, Guirec Soudé. Merci à vous également, Alain Roura, d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite bien entendu bon vent et le meilleur pour cette route du Rhum. Coup d'envoi le 6 novembre prochain. On suivra vos aventures. Si vous serez équipé, connecté, d'éventuels Skype avec nous. Avec plaisir, au contraire. Avec plaisir. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Ça va peut-être pas dans les mêmes conditions. Mais... Merci à tous les deux, c'est un plaisir.